Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Après l'accord des États-Unis d'Amérique entre Kinshasa et l'État du Rwanda, la déclaration de principe entre Kinshasa également et les rebelles de M23, est-ce que la paix est enfin retrouvée? Où en sommes-nous déjà? Sur ce plateau, je reçois Symphorien Kayembe et sera face à face avec Moustapha Tibandi de Vigilance Patriotique et Patient Niasomba. C'est ça? Niasaba. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Vous avez suivi, l'accord a été signé. Commençons d'abord par l'accord des États-Unis d'Amérique signé entre les deux États. Est-ce que peut-on penser à une paix durable? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Bon, mon nom c'est Patient Niasaba. Mais je voulais... Allez-y comprendre. Voilà. Alors, la question qui m'est posée, de savoir est-ce que la paix est trouvée, est-ce qu'on peut avoir l'espoir, qu'on peut avoir la paix. Bon, je commence d'abord par féliciter, remercier le gouvernement pour les infos qu'ils sont en train de fournir. C'est un pas très important que nous avons déjà franchi. Je dois me mettre aussi, je dois m'inclure parce que si le gouvernement fait des bonnes choses, donc il le fait pour moi. Et quand vous faites quelque chose pour moi, je me retrouve dans ce que vous faites et bénéfique de ce que vous faites pour moi. Alors, la paix et les accords, ce sont deux concepts. Normalement, si on peut rester véridique, les accords n'ont jamais été une voie pour la paix. Mais pour les États qui veulent se construire, et quand on se trouve devant des dilemmes, des problèmes majeurs, on choisit quand même le moindre. Le gouvernement s'est bâti. Il a fait tout le nécessaire pour au moins voir s'il peut redonner la paix à cette population qui souffre depuis 30 ans. Et pour y arriver, il faut beaucoup de mécanismes. Et je peux dire à la dernière étape, on se retrouve dans l'obligation de signer l'accord. L'accord et la paix, nous pouvons dire oui, on aura le silence. Mais pendant 7 ans, le gouvernement congolais doit alors penser comment cette paix, cette silence peut produire une paix durable. Sinon, les accords à eux seuls ne garantissent pas la paix. Voilà l'idée que je peux avoir. Merci. Voilà. C'est Franck Kayembe. Dans l'accord, le Rwanda demande à la RDC de désarmer d'abord les RFDLR qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont dans des territoires occupés par les rebelles de M23. Merci beaucoup, cher et honoré, de l'occasion que vous nous avez accordée pour exprimer ou pour expliquer la population congolaise sur la question qui domine l'actualité dans notre pays ou à travers le monde. Je profite également de saluer mes co-débatteurs et tous les amoureux de cette émission ou les téléspectateurs de FM Télévision. Concernant les deux, je commence par l'accord déjà signé. Et deuxième, avec les rebelles, c'est un principe d'accord. Jusque-là, on attend la signature définitive d'un accord. Le premier accord signé avec le Rwanda, c'est un pas pour ne pas adhérer à l'idée de mon prédécesseur qui a dit que l'accord n'a jamais été une voie de sortie des crises. Et moi, je m'inscris en faux, donc le contraire de ce qu'il lui dit, pour lui rappeler qu'aucun conflit au monde n'a jamais été résolu par la guerre. Aucun. S'il a un exemple, lorsqu'il aura la parole, il peut me donner. En tant qu'humain, peut-être j'ai oublié. Donc, seule voie pour que les États trouvent la solution, c'est autour d'une table. C'est pendant 30 ans que la RDC... Mais dès lors que vous êtes encore faible, est-ce que la table sera la bienvenue? Faible en quoi? Il faut citer nommément
En quoi la RDC est Aujourd'hui, faible? la RDC a perdu Goma, a perdu bien évidemment. La RDC n'a pas perdu Goma. Si la RDC a perdu Goma, je vous donne un cas très récent, un exemple. Laissez-moi réfléchir. Un exemple typique. Les enfants sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale ont passé l'ENAFEP, ont passé TENASOSP. Les examens envoyés dans ces territoires-là, c'est par les rebelles du M23 ou par les gouvernements rwandais? Sous contrôle du M23. C'est sous contrôle. Parce que vous dites que la RDC a perdu. Mais sur le plan administratif, vous êtes sans ignorer que les écoles dépendent toujours du gouvernement de Kinshasa. Les examens d'État, session, hors session, c'est toujours l'éducation nationale dont les sièges se trouvent à Kinshasa qui envoie les kits des épreuves. Vous ne pouvez pas me dire que non. La RDC a perdu les contrôles entiers sur ces territoires-là. Ça, c'est dans un domaine que j'ai donné l'exemple. Nous ne sommes pas faibles. Juste là, vous avez parlé dans un domaine éducatif, ouais. Mais sur le plan politique, administratif, bon. Sur le plan politique et administratif, comme il faut parce que lorsque je parle de l'éducation nationale, le ministre qui est là, c'est le ministre qui chapeaute un cabinet politique. Donc c'est à la fois politique et à la fois sur le plan éducationnel. Mais vous voulez nous rassurer que la RDC jusqu'au jour d'aujourd'hui est avec Goma et Bukavu dans Kinshasa, pour bien dire. Sur le plan politique, sur le plan administratif, mais sur le plan physique, Kinshasa n'est pas sur ce territoire. C'est ça, c'est donc, c'est que vous dites que la RDC est faible parce que nous sommes allés à la table. Celui qui est fort n'allait pas accepter de partir à la table des négociations. Quand vous vous sentez fort, pourquoi vous voulez aller négocier alors? Nous qui sommes faibles, nous avons accepté que nous sommes faibles et nous sommes au dialogue. Maintenant, la personne qui est forte, pourquoi elle est aussi partie aux tables de négociations? Je pense que cette hypothèse-là, elle est fausse. La RDC respecte les principes diplomatiques. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous avez plusieurs États qui sont en train d'intervenir dans cette situation. Donc, vous avez 5 facilitateurs de l'Union africaine, vous avez la médiation américaine, vous avez la médiation qatarienne. Tous ces gens ici viennent pour qu'on trouve une solution définitive. Ils ne viennent pas parce que la RDC est faible. Non. Il y a une référence. La référence, c'est quoi? C'est le gouvernement de Kinshasa, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne se réfère pas aux rebelles. Il ne se réfère pas aux rebelles. Nous avons eu autant de sommets, nous avons eu autant de discussions avec ces rebelles-là sans trouver la solution. Si aujourd'hui, les États-Unis, si aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui a fait de tout son pouvoir pour retenir la tension de la grande puissance pour trouver la solution de cette situation d'une manière définitive. Les gens qualifient là, c'est quelqu'un qui est en position de faible. Je pense qu'ils ont mal fait la lecture. Parce que cette histoire, nous comptons, mon ami vient de le dire, il y a de cela 30 ans, mais ce que Dieu venu l'a dit, nous voulons mettre fin à cette histoire. Et nous sommes... C'est que vous venir retrouver Goma et Bukavu à la RDC, pour bien dire aujourd'hui, oui. Physiquement oui. parlant, oui. Bukavu n'est oui. pas avec la RDC. Merci beaucoup. Ça, c'est un point très important. En tout cas, merci beaucoup. Je vous rappelle que si aujourd'hui Goma, Bukavu est entre les mains des rebelles, je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que Goma a été plusieurs fois bloqué par la rébellion, que sous Tshisekedi, ça devient normal ou une exception. Nous avons deux problèmes. Nous avons l'agresseur qui est rwandais. Nous avons la rébellion, entre guillemets, congolaise. Nous négocions avec l'agresseur depuis 30 ans. C'est l'agresseur depuis 30 ans. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Rwanda, c'est un agresseur direct de la République démocratique du Congo. Le problème de la rébellion, nous avons clôturé. Ça, personne ne peut revenir.
Parce que lorsque les Rwandais nous demandent, selon la question que vous m'avez posée, de faire ou de chercher les FDLR, dans l'accord, nous avons dit ceci. Il faut faire les désengagements. Les désengagements ici, c'est un mot stratégique et diplomatique à la fois. Quelqu'un peut se retirer sans se désengager. Mais quelqu'un peut se désengager et se retirer automatiquement. Parce que quand quelqu'un se désengage dans une mission, donc il ne va plus revenir. Mais quelqu'un peut se retirer, mais il ne se désengage pas avec le soutien qu'il est en train de fournir à la rébellion. Mais ça, nous l'avons. Dans l'accord, on a dit le gouvernement rwandais doit se désengager à soutenir la rébellion. Mais c'est sous Félix Tshisekedi que nous avons obtenu cette mention-là. Maintenant, nous négocions avec la rébellion. Il faut que les gens qui sont en train de nous suivre... Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir. Le temps pour nous de prendre Moustapha. Vous avez suivi les deux intervenants. Quel est votre lecture? Merci beaucoup, monsieur Honoré. Je salue aussi en passant tous les compagnons de débat, en l'occurrence M. Symphonia Kayembe et M. Pacha Yansaba, sans toutefois oublier les fidèles téléspectateurs qui ont toujours eu cette souvenance de suivre la FM TV qui est la chaîne la plus suivie ici sur la ville de Kinshasa. Donc, pour me poser la question sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Au départ, vous aviez demandé est-ce que c'est un pas vers la paix durable. Certainement, et je répondrai affirmativement. Pourquoi je l'ai dit? Souvent, moi j'aime toujours recourir à l'histoire. Je vais donner un exemple parfois banal de la République d'Angola. Après son accession à la souveraineté nationale internationale en 1975, il y a eu des guerres civiles. Il y a eu 3 partis qui étaient opposés. MPLA, il y avait FNLA, il y avait UNITA de Jonas Savimbi. Mais de tous ces partis, je parle bien des partis comme partis politiques, l'UNITA avait le soutien des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Les États-Unis d'Amérique, disons l'Occident, étaient contre le communisme. Alors que MPLA et FNLA, c'était des partis qui étaient soutenus par les communistes. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique avaient pris en charge, avaient soutenu l'État de Jonas Savimbi. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est depuis 1975. Ils sont restés, les États-Unis d'Amérique qui étaient les commanditaires de cette guerre civile en Angola. Ils sont restés avec lui jusqu'en 1991. En 1991, il y a eu l'accord de Bicesse. Cet accord cherchait à mettre fin à cette guerre civile qui a occasionné beaucoup de conséquences en Angola. En 1992, les États-Unis d'Amérique, disons l'Occident, il a trouvé que non, il n'était plus encore possible que nous puissions continuer à soutenir la lutte armée. Ils ont voulu démocratiser l'espace africain. C'est comme ça, avec la politique de perestroïka et d'autres mouvements qui s'en sont suivis, on a mis fin à la lutte armée, on a voulu démocratiser l'espace. Mais malgré cela, on a organisé les élections. Jonas Savimbi a échoué lamentablement. Il a été battu par ses protagonistes, les gens face à qui il était confronté. Après cela, il a trouvé que non, il ne pouvait pas supporter cet échec-là dont il était victime. Il a repris la voie de l'armée. Il a repris la voie de l'armée. Un moment après, les États-Unis qui le soutenaient ont dit non, nous ne voulons plus de la lutte armée, nous voulons de la lutte démocratique. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé isolé. Il ne pouvait plus continuer parce qu'il n'avait plus de soutien. En 2022, en 2002 plutôt, il sera assassiné. Mais 27 ans après, des troubles, des guerres sociales, des guerres civiles plutôt, en Angola. Mais qu'est-ce que je veux dire par là?
Le Rwanda qui est resté, parce que nécessairement ce n'est pas le Rwanda qui nous a agressé. Le Rwanda qui est resté comme un garçon de course. Mais les commanditaires étaient des États-Unis d'Amérique. Ce ne sont pas des allégations faites par Mustapha, ce sont des faits documentés dans le livre de Charles Onana, Holocauste au Congo. Les États-Unis d'Amérique qui soutenaient le Rwanda, aujourd'hui, ils acceptent que le Rwanda et la RDC, sous le contrôle, ou soit sous la médiation de ces États-Unis d'Amérique, se retrouvent sur la table des négociations. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple de Jonas Savimbi. Ce qui s'est passé. Et qui soutenait Savimbi, à un moment donné, ils l'ont isolé, ils ont voulu démocratiser l'Angola. Mais aujourd'hui aussi, ceux qui soutenaient le Rwanda hier acceptent maintenant de les appeler et celui qui agressait et celui qui était agressé. Eh bien, Mustapha, afin de se retrouver sur la table les États-Unis qu'on a vu dans plusieurs dossiers à travers le monde, les États-Unis qui n'ont pas arrivé à retrouver des solutions, pensez-vous seulement que le problème de la RDC sera Mais je résolu? suis en train, ce n'est pas pour rien que j'ai pris l'exemple de Jonas Savimbi. Vous dites que les États-Unis n'arrivent pas à pacifier. Est-ce que après ce qui s'était passé en Angola, vous entendez encore il y a des guerres civiles là-bas? Non, il n'y en a pas. C'est ça ce que j'ai dit, ce sont les États-Unis qui soutenaient le Rwanda. Le Rwanda qui nous faisait du mal. Aujourd'hui, que les États-Unis d'Amérique, par la politique forte du président Tshisekedi, parce que c'est Tshisekedi qui a fait en sorte que l'on connaisse dans le monde entier que c'est le Rwanda qui nous menace. Aujourd'hui, on accepte de vous mettre sur la table des négociations. vous pensez que cela ne pourra pas apporter quelque chose de consistant, quelque chose de durable, une paix durable dont on a besoin. C'est pourquoi je dis que cet accord de paix est un pas vers une paix. Pas une paix temporelle, mais c'est une paix durable. Merci beaucoup. Patient, vous venez de soulever ici que les accords ne peuvent pas donner la paix durable. Ça, c'est vous. Et selon vous, pensez à quoi? Quel miracle pour trouver la paix pour un mandate? Merci beaucoup pour la question. En fait, quand je dis que la paix, plutôt les accords, ne sont pas vraiment une voie vers la paix durable, je vais partir des exemples que, quand même, nous tous ici, on est peut-être, nous sommes, je ne vais pas dire parler de l'âge de chacun ici, mais nous avons l'expérience. Notre pays, si je ne me trompe pas, il serait le premier à avoir signé beaucoup d'accords avec les groupes armés. Et avec le Rwanda, ce n'est pas la première fois. Ça peut être une voie. Donc là, je reviens maintenant pour dire que ça peut être une voie vers la paix durable. Et je l'ai dit dans mon premier propos, que lorsque le gouvernement congolais exploite avec vigilance et détermination ce silence qui nous sera donné à travers les accords. Les accords garantissent le silence. Mais que faire pour que ça ne soit pas comme les autres silences qui s'étaient précédés? Parce que depuis 1999, on a eu l'accord avec RCD. 2002, nous avons signé des accords. 2013, il y a eu des accords. Nous sommes en 2025 et nous signons l'accord encore avec le Rwanda. C'est heureux ce que l'ami venait de dire, parce que le président Félix avait dit que s'il faut négocier, je ne vais pas négocier d'abord avec les envoyés. Je vais négocier avec celui qui les a envoyés. Pouvons-nous parler des États-Unis qui peuvent avoir engagé ce groupe armé, avec qui maintenant nous sommes allés jusqu'à Washington et poser des signatures sur un accord? Non, l'accord c'est entre les deux pays. Oui, les deux pays, entre le Rwanda et la RDC. Vous ne voyez pas quelque chose dedans des États-Unis? Il y a quand même, peut y avoir quand même parce que les États-Unis quand même ont besoin aussi qu'il y ait la paix et qu'ils investissent, n'est-ce pas, dans cet espace. Et s'ils doivent investir, la paix est une condition. Et pour que ce soit une condition, bon, il faut aussi qu'ils s'impliquent dans cet exercice, dans cette pratique, pour que l'accord soit pratique, ne soit pas seulement une théorie. Maintenant, là où je voulais souligner, je ne veux pas que le peuple reste quand même dans reste dans ce sommeil. Le président fait tout pour que nous puissions sortir de cette crise. Mais si nous dormons, croyant que les accords vont nous garantir la paix, nous risquons de sommeiller et de ne pas sortir et ne pas fournir
les efforts pour sortir de ces malheurs qui nous poursuivent depuis longtemps. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, la relation entre la jeunesse et la patrie, vous pouvez estimer si c'est à quel pourcentage. Et là, je peux donner un conseil au gouvernement. Parce que pendant ces temps, l'autre est en train de développer sa puissance sous ses efforts. On ne sait pas si nous signons les accords, il va continuer à faire quoi? Parce que le système est encore là. Celui qui nous fait souffrir est encore là. Et s'il faut les faire peur, il faut que nous ayons une force de dissuasion. C'est-à-dire, le gouvernement congolais ne doit pas seulement signer les accords. C'est là où je voulais, c'est ça la signification de la paix que doit nous garantir les accords. Le gouvernement doit faire tout pour que nous ne puissions pas revenir dans ce que nous avons traversé avec Kabila et ses groupes armés. Il a fait signer les accords. Maintenant, actuellement, il fait partie de ceux qui réclament la réalisation de ces accords. Je ne sais pas, je ne vais pas... Merci beaucoup. Monsieur Symphorien, vous avez suivi qu'il y a l'accord signé entre la RDC et le Rwanda. Si je peux vous demander quel est l'avantage du Rwanda dans cet accord, parce qu'on a comme l'impression que dans l'accord, il y aura une collaboration de diriger ensemble le lac Tanganyika et le lac Kivu. On a comme l'impression que le Rwanda viendra en RDC, mais la RDC ne partira pas du Rwanda. Bon, moi je pense que les bénéficiaires, c'est nous Congolais qui voulons la paix. Et changer la paix au minerai, c'est ça? Changer la paix au minerai avec quel pays? Avec les Rwandais, bien sûr, qui viendra aussi travailler avec nous, avec les parcs Virunga, les lacs Kivu. Nulle part, je vis dans une partie de l'accord écrit quelque part que le Rwanda ira à Malembakulu pour exploiter non, les Kivu. Non, vous avez parlé des minéraux. On parle des minéraux. La RDC n'a pas de minéraux. Dans le lac Kivu, il y a aussi des minéraux. C'est ça ce que je dis. La RDC n'a pas seulement des minéraux. Oui, c'est ce que nous parlons. Voilà. Donc, sur ce plan-là, c'est tout comme aujourd'hui, nous partageons les lacs, si j'ai la bonne mémoire, avec l'Ouganda. Pourquoi ça ne fait pas débat? Seulement quand on a dit que non, on doit partager les lacs qui vont avec le Rwanda, ça fait débat. Nous partageons les lacs Edouard avec l'Ouganda. Et à des fois, on arrête les pêcheurs congolais de l'autre côté. De notre côté aussi, on arrête. Donc, ce n'est pas une question de faire l'échange. Non, est-ce que le Rwanda a cherché à partager avec nous les lacs Kivu? Est-ce que le Rwanda a cherché le gaz méthane? Est-ce que le Rwanda a cherché tout ce que nous sommes en train de penser depuis 30 ans? Non, je pense que ce n'est pas ça l'objectif du Rwanda. Dans cet accord, nous devons d'abord frotter les mains et regarder comment l'exécution va s'effectuer. Dans quel sens? Lorsqu'on signe un accord où une décision est suivie toujours des mécanismes contraignants qu'on appelle mécanismes contraignants de suivi d'un accord. Ces mécanismes contraignants de l'accord sera dévoilé lorsque les deux présidents vont se réunir autour d'une table à travers toujours la médiation de Donald Trump pour que ces mécanismes de suivi soient dévoilés. Pourquoi? Parce que l'accord, l'ami a soulevé un cas ici, dit, dans notre pays, nous avons toujours signé les accords et les accords, c'est pour garantir les silences. J'ai dit non, c'est pas pour garantir les silences. Les accords signés. Et vous ne pouvez pas me dire que aucun accord, s'il y avait 3 problèmes, et l'accord signé n'a pas résolu même un problème sur les 3. Mais je crois que les accords signés ont quand même tenté de résoudre certains problèmes. Et d'autres problèmes se sont encore ajoutés. Mais le problème qui est là est que les accords consignés, ce n'étaient pas les accords qui
mettait le Rwanda devant la face du monde ou devant ses responsabilités comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le Rwanda a été traqué dans tous les salons diplomatiques. Je dis bien tous les salons diplomatiques, le Rwanda a été traqué par la RDC, Conseil de sécurité, Union européenne, les organisations régionales et sous-régionales, et ainsi de suite. On parlait toujours que l'agresseur, c'est le Rwanda. Et aujourd'hui, le Rwanda a accepté. Parce que quand un pays signe un accord avec un autre pays sur la paix, c'est qu'il reconnaît avoir fait du mal. Mais c'est que nous, comme moi en tant que citoyen congolais, c'est que moi je vais après cet accord, c'est quoi? Ce sont des poursuites judiciaires. Il faut qu'il y ait des poursuites judiciaires. Ça nous garantit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des victimes. Et ce n'est pas au nom d'un accord qu'on doit pardonner quelqu'un qui vous a fait du mal. Nous sommes des États. Nous les avons vus. Rwanda et Ouganda se sont battus sur nos sols. Et aujourd'hui, ils continuent à payer. Et le Rwanda sera devant des tribunaux pour nous dédommager parce qu'il a fait des choses incommensurables dans notre pays. Et aujourd'hui, les marionnettes que le Rwanda a utilisées sont à la table de négociation. Ce n'est pas une blague, s'il vous plaît. Parce que c'est là où je voulais vous poser une question. Les coquilles vides, aujourd'hui à la table avec le gouvernement, qu'est-ce qui a changé? Coquilles vides à la table du gouvernement, on a commencé. La logique est respectée. C'est ce que je vous avais dit. Ce n'est pas une autre manière d'innocenter le Rwanda? Non. Innocenter comment? Si on est innocente, s'il vous plaît. Vous dites le vrai problème, c'est le Rwanda. Ouais. En même temps, vous signez une déclaration. Je donne un exemple purement africain. Nous sommes les Africains, nous avons nos cultures. Je suis de ceux qui pensent que la sorcellerie, c'est une culture africaine, permettez-moi les termes. Un sorcier, pour qu'il puisse faire tomber un baobab de la famille, il entre par qui? Il sollicite qui? Il sollicite un répondant de la famille. Et c'est le répondant de la famille qui va faciliter que les baobabs puissent tomber. Et le Rwanda, pour faire tomber la RDC, il a utilisé ses fils. Il a utilisé le fils congolais. Et lorsqu'on a attaqué celui qui a utilisé le fils congolais, il a dit, moi je n'ai pas maintenant les problèmes. Il y a eu des engagements que moi, j'avais signés avec vos frères. Appelez-les, parlez avec eux. De mon côté, je me désengage. C'est ça la réponse aujourd'hui que vous êtes en train de fustiger. Pourquoi? Parce que la RDC a déjà trouvé la solution avec les bailleurs de fonds du mouvement rebelle M23, c'est le Rwanda. On a plusieurs fois attrapé des instruments de guerre identifiant comme les instruments du gouvernement rwandais ou de l'armée rwandaise. Donc aujourd'hui, si nous sommes à Doha avec la rébellion, c'est parce que la rébellion est maintenant délaissée. Elle ne sait pas là où aller, mais au moins c'est un problème plutôt qu'il faut résoudre. On ne peut pas laisser des gens comme ça en nature. Nous les avons appelés autour d'une table pour qu'on les écoute et qu'on mette fin une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, les patins, pourquoi on négocie? Non, on a déjà trouvé la solution. On a commencé par négocier avec le Rwanda, n'est-ce pas? Et le deuxième ressort, c'est la rébellion. Et on n'a pas commencé à négocier avec la rébellion, mais on a commencé à négocier avec celui qui soutenait la rébellion. Et celui qui soutenait la rébellion aujourd'hui est d'accord avec tout le monde que c'est lui l'agresseur parce qu'il a signé l'accord. Ça, c'est noir sur blanc. C'est la raison pour laquelle j'ai évoqué l'aspect juridique. L'aspect juridique pour dire quoi? Comme le Rwanda a accepté aujourd'hui que c'est lui l'agresseur, il doit se présenter devant, si c'est des cours africaines, les cours pénales internationales, pour qu'ils puissent nous dédommager. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts dans l'est de notre pays. Nous avons perdu nos concitoyens, nous avons perdu des gens, peut-être demain ils peuvent aussi être les dirigeants de ces pays. Ça, c'est aussi un aspect que l'accord doit marteler lorsqu'on va signer les mécanismes de suivi que moi j'appelle mécanismes de suivi contraignants. Merci beaucoup, Mustafor. Le gouvernement aujourd'hui signe une déclaration de principe avec le Rwanda et avec les rebelles M23 après avoir
tué plus de 10 000 personnes, Goma tombé, Bukavu. On ne sait pas. Pourquoi attendre que Goma soit tombé et Bukavu pour maintenant parler avec les rebelles? Très bien. Je pense que vous me posez la question à laquelle mes prédécesseurs ont déjà répondu. Signer l'accord aujourd'hui avec les rebelles du M23. Je parle signer la déclaration de principe. La déclaration de principe avec... Et pourquoi attendre? Pourquoi attendre que Goma et Bukavu soient sous le contrôle des M23 pour arriver à signer les accords ou discuter avec les M23? Vous savez, monsieur le journaliste honoré, le processus diplomatique a ses principes. La démarche diplomatique, ce n'est pas une démarche qui demande beaucoup de précipitation. Et si hier le président avait cédé aux caprices, aux menaces de ces rebelles, parfois on n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Le processus sur la démarche diplomatique a ses caprices, a ses principes. Donc il faut aller mollo, petit à petit. Parce que si vous êtes pressé sur le plan diplomatique, vous allez sortir perdant. Vous allez sortir perdant. Je vais rallier mes propos à ce que les gens sont en train de mourir. Écoutez, je vais rallier mes propos à ce que venait de dire M. Symphorien. Hier, Paul Kagame disait le problème du Congo, c'est congolais, ce n'est pas le Rwanda. On en est pour rien. Mais aujourd'hui, quand tu te disais hier que pour tout ce qui se passe au Congo, tu ne connais rien. Aujourd'hui, tu acceptes de répondre à l'appel des négociations. Ça prouve la suffisance que tu t'es toi-même accusé. C'est pourquoi il y a l'incohérence dans ce qu'il dit. Tantôt, aujourd'hui, il a une position, demain, il a une autre position. Mais le président Tshisekedi est resté constant dans sa position. Il est resté constant. Quand il disait les M23, ce sont des coquilles vides. Coquilles vides, pourquoi? Oui. Parce qu'ils étaient soutenus par quelqu'un d'autre. Maintenant, il a fallu traquer celui qui te soutient pour que je connaisse vraiment la force de ce que vous soutenez. Alors, le problème de l'accepter aujourd'hui, c'est parce que d'abord, là-bas, on a balayé, on a connu que c'était toi, le Rwanda, c'était toi, Paul Kagame, qui constituait la menace pour le Congo. Mais aujourd'hui, que tu es connu par la communauté internationale, des Occidentaux, comme il l'a dit dans tous les salons diplomatiques, on connaît que c'est Paul Kagame qui est le problème. Ça, écoutez, il y a des sanctions, monsieur Honoré. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de sanctions? Je parle de Paul Kagame. Écoutez. Je parle de Paul Kagame. Écoutez, j'ai aimé l'intervention de l'ami. Quand on a parlé du désengagement, vous comprenez? Vous savez, quelqu'un qui vous a fait du mal, pour l'avoir, il ne faut pas utiliser des termes tranchants, des termes méchants. Il risque de fuir. Il faut l'approcher diplomatiquement, avec des termes de courtoisie. Et quand il va arriver, après avoir signé, il y a possibilité de les poursuivre, comme il l'a dit. Aujourd'hui, monsieur Honoré, beaucoup de gens critiquent l'accord de paix. Vous oubliez que le point 8. Donnez-moi le temps de parler. Donnez-moi le temps de parler. Le plan de presse. Donnez-moi le temps de parler. Apparemment, monsieur Honoré n'aime pas la vérité. Vous ne voulez pas la vérité. Donnez-moi le temps de parler. C'est ce que je suis en train de dire. La vérité doit être établie. Laissez la vie s'exprimer. L'accord de paix est signé. Les gens disent, est-ce qu'on a oublié tout ce que le Rwanda a fait? Vous parlez terrain. Mais lisez le point 8 de l'accord de paix. Tout à fait. Le 4e point, on dit quoi? L'annexe fait partie intégrante de cet accord. Quand vous allez lire, l'annexe c'est quoi? C'est la résolution 2773. Dans la résolution 2773, qu'est-ce qui est dit? C'est pourquoi je vous dis, le terme du désengagement, c'est un terme purement technique, un terme approprié, un terme diplomatique. Après que le Rwanda signe cet accord, il y aura certainement des poursuites, il y aura certainement des sanctions. Ça, il faut vous le dire. Il faut vous le dire. Alors aujourd'hui, parce qu'on connaît déjà, on l'a déjà affaibli. L'ennemi, c'est lui qui nous a fait du mal beaucoup de temps, on l'a déjà affaibli. Revenons maintenant au niveau interne. Parce qu'au niveau interne, c'est comme quand je vous ai donné l'exemple de Jonas Savimbi. Ils n'ont plus
des substances. Ils n'ont plus cette force-là. Revenons. Vous Malgré savez, que pour bien résoudre des malgré que problèmes, l'équipe pour encore, résoudre des problèmes, je passe sur la voie, je passe devant l'avenue de la maison de M. Honoré. Chaque matin, il m'insulte. Chaque matin, il m'insulte. Est-ce que je suis aussi obligé de l'insulter parce qu'il m'insulte? Non. Je dois premièrement me poser la question de pourquoi il m'insulte. Quand je vais identifier les problèmes, c'est alors que je chercherai à trouver des problèmes et des réponses. Comme ces gens-là ont accepté d'être soutenus et faire ça, revenons alors sur la table de négociation. Chers Congolais, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous acceptez d'être soutenus? Pourquoi vous acceptez de trahir votre pays? Qu'est-ce que vous cherchez? Le linge sale, c'est là. Enfin, le linge sale, avec plus de 10 millions de montants. Écoutez, je vous dis, vous insistez toujours sur les cas de 10 millions, mais il y a des sanctions. Même aujourd'hui, même si on sanctionnait, les sanctions là ne vont pas redonner la vie à ceux-là qui sont morts. Justement. On ne les oublie pas. Mais nous devons chercher à ce que nous puissions trouver une solution durable pour que, en dépit de ceux qui sont morts, nous ne puissions plus enregistrer d'autres morts. Parce que si aujourd'hui on va sanctionner, bien sûr, on va se contenter, mais au moins les personnes sont mortes. Est-ce que nous allons encore les réanimer ou soit leur redonner de la vie pour qu'ils puissent encore vivre comme nous? Le plan, la politique, ou disons la diplomatie, comme je le disais tantôt, a ses principes. Et c'est ce processus-là que nous sommes vraiment des gagnants. Merci beaucoup. La paix est en train d'être recherchée, mais dans l'interne, l'ancien président est poursuivi par la justice. Comment vous trouvez cela? La paix, les poursuites, deux concepts. Est-ce que chercher la paix signifie ne pas punir ceux qui ont commis des crimes? Les amis venaient de le dire et c'est important quand même qu'on puisse aussi mettre une ligne. Malgré que tous les Congolais sont mobilisés à la cohésion nationale, quand même. Les gens doivent comprendre que on ne peut pas quand même tuer les Congolais. La voie dépassée par les sangs, hein, l'océan du sang des Congolais vers les palais de la nation n'est pas quelque chose que nous devons encourager. Et s'il faut même accepter qu'il y ait des accords avec ceux qui ont commis des crimes, ils ne doivent pas comprendre qu'ils seront exclus ou exemptés, ils doivent être poursuivis. Et Kabila, ex-président, il comprend, les gens peuvent comprendre par cet exemple, parce que si le président est poursuivi, c'est-à-dire, bon, il n'est pas président, il est l'ancien président, s'il est poursuivi, sénateur à vie, c'est parce qu'il a commis, ce qui lui est reproché. Ce n'est pas que on cherche la paix, qu'on doit laisser les gens dans des fautes, dans des erreurs, dans des dégâts. Imaginez-vous, tu diriges un pays pendant 18 ans. Et pendant 18 ans, monsieur le sénateur à vie, il a signé les accords avec les différents groupes armés, dont le principal, l'M23, en commençant par l'RCD, parce que ce sont des ramifications, en fait. Quand vous quittez RCD vers M23 actuel, c'est l'ancêtre et les enfants, la descendance. Les M23, c'est le fruit de la RCD. Voilà. Alors, si l'ancien président a accepté de signer les accords avec ces groupes armés, et aujourd'hui, il se retrouve avec eux dans le même endroit, dans la même zone, qu'il contrôle en piétinant la constitution congolaise. C'est qu'il est en train de réclamer ce qu'il a signé avec ces groupes. Bon, je ne sais pas comment me fait comprendre, mais la société congolaise doit comprendre que celui qui était l'ancien président a fait signer les accords qu'il bénéficiait en quelque sorte. Peut-être que ce ne soit pas les points sur lesquels la Cour militaire utilise. Peut-être ce n'est pas le point, mais je suggère que ça soit aussi inclus, que la Cour militaire aussi... Bon, c'est un conseil que je donne. Si alors il est dans la zone actuelle,
actuellement contrôlé par les M23 alors qu'il a signé des accords de paix avec eux et qu'il est en train de réclamer ce que ces mouvements avaient réclamé lors de son règne. Il est complice. Et s'il est complice, doit être jugé. Le M23 doit comprendre que c'est une leçon. Hein. Si leurs patrons... Comment les poursuivre en justice tant que le gouvernement est en train de chercher comment collaborer avec eux, parler avec elles. Parler avec qui? Avec les M23. Les M23, si nous parlons que Joseph Kabila est président, ou soit il fait partie des coordonnateurs des M23. Il y a des choses que nous n'avons pas encore comprises. Est-ce que vous avez compris ce que le gouvernement parle avec les M23? C'est à vous de le dire maintenant. Bon. Il y a les points importants que nous devons souligner. Le M23, on dit qu'il y aura une réintégration, mais conditionnelle. Réintégration conditionnelle. Qui doit intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo? Qui doit intégrer les institutions publiques? C'est celui qui est resté loyal. Comment est-ce qu'on peut rester loyal étant dans un gouvernement, plutôt dans un mouvement rebelle qui a... Bon, je mets une virgule là-bas. C'est pour autant dire que, bien que nous devons signer des accords avec eux, et le gouvernement rwandais, et les mouvements rebelles du M23, la population n'est pas prête à accueillir ce genre de personnes qui ont marché sur les eaux et nagé dans les sangs de leurs condisciples et de leurs compatriotes. Nous avons perdu assez de vies humaines innocemment, pas parce qu'ils ont commis une faute quelconque. C'est juste qu'ils sont dans un endroit où les gens se battent et ils se battent pour des raisons vraiment des raisons de vol, ce on peut le dire, parce qu'ils réclament des choses vraiment qui ne sont pas bénéfiques à la population congolaise. Merci beaucoup. Symphorien Kayimbe, est-ce que le dialogue pourrait aussi apporter quelque chose, parce que c'est demandé par tous les opposants congolais? Merci beaucoup, cher Honoré. Les dialogues, quel dialogue? Le dialogue intercongolais. Le dialogue intercongolais est demandé par les opposants congolais. Ah, donc troisième dialogue. Le dialogue demandé. Oui, c'est ça. C'est pas un problème de dialogue demandé par les opposants. Dialogue, je veux savoir, parce que la RDC a dialogué avec le Rwanda, non? À la fin, nous avons... Je parle maintenant de dialogue entre Congolais. Congolais, le pouvoir et si vous parlez des dialogues entre Congolais, donc le mouvement... La démarche de laissez-moi réfléchir. Donc la réflexion, c'est une succession d'idées. J'ai parlé ceci. Donc la RDC a négocié avec le Rwanda. À la fin, nous avons l'accord. Vous dites qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre Congolais. Donc, c'est qui moi qui le dis, hein? Non, c'est ici, Martin Fayou qui réclame. Les opposants sont en train de demander un dialogue entre Congolais. Donc, ceux qui sont à Doha, ce sont des Rwandais. Ou ce ne sont pas des Congolais. Donc, si ceux qui sont en discussion actuellement avec les gouvernements sont des étrangers, alors le dialogue entre Congolais devient je peux dire un objectif à atteindre. Comment? On doit dialoguer pour résoudre quel problème? Si les problèmes demeurent sécuritaires. Et on a trouvé que c'est lui qui est à la base de ces problèmes sécuritaires ou de cette crise sécuritaire, c'est le Rwanda et la rébellion. Mais le président a fait appel à tous les Congolais. Il a fait l'appel à tous les Congolais de les soutenir dans cette démarche pour de faire les Rwanda. Merci beaucoup, Moustapha. S'il vous plaît, j'aimerais placer un petit mot. Je chute par là, j'aimerais placer un mot concernant Kabila. Joseph Kabila, si vous suivez l'historique, c'est quelqu'un qui n'a jamais suivi une formation comme FARDC est en train de suivre. C'est quelqu'un qui est venu de la rébellion. Congolais, je ne suis pas dans ce débat-là. Je parle de... Donc, comment on parle des échelons. Comment Kabila est arrivé chef d'état-major? Dans quelle armée? Et à cet âge-là, Kabila pourrait être chef d'état-major.
c'est la même logique qui veut imposer aujourd'hui que tous ces gens-là, tous ces rebelles-là puissent intégrer merci beaucoup, l'armée. Or, ça ne sera pas le cas. On va vérifier cas par cas pour être intégré dans l'armée. Merci beaucoup, Moustapha. Aussi, vous avez suivi les interventions. Vous voulez conclure parce que nous sommes... Très bien. J'aimerais vraiment préciser, apporter une lumière sur les problèmes du dialogue demandé par tous les opposants aujourd'hui. Mais moi, je vais me demander quel est l'objectif de ce dialogue. Quel est le bien fondé de ces dialogues. Parce qu'on dialogue quand il y a une crise politique au sein du pays. La seule crise à laquelle nous avons fait face, c'était la crise sécuritaire. On est en train de trouver la solution. Mais aujourd'hui, quand ils réclament les dialogues, c'est pour en faire quoi? Vous savez, M. Honoré, on parle parce que la raison évoquée par tous les opposants, la raison qu'ils ont évoquée, la raison pour laquelle ils cherchent les dialogues, c'est la crise politique. Mais je me demande, il y a crise politique dans ces pays. Est-ce que vous avez vu des manifestations récurrentes sur la rue? Je peux dire toutes les rues de Kinshasa. Vous avez vu des manifestations? Est-ce qu'il y a eu des projets, est-ce qu'il y a eu des projets de loi du gouvernement qui sont bloqués au sein de l'Assemblée nationale? Vous avez vu ça? Mais comment on peut exiger le dialogue alors que la seule crise à laquelle on faisait face, c'était la crise sécuritaire. Si l'appel a été lancé, c'était pour qu'ensemble, ils puissent former une force afin de combattre l'ennemi. Mais à ce jour, ils doivent être clairs. Ça, je le dis. Les opposants doivent être clairs et j'en appelle à la responsabilité. Ils doivent accepter d'être consultés s'ils ont besoin de postes, s'ils ont besoin de se retrouver dans le gouvernement. En lieu et place de chercher le dialogue alors que ce mot ou soit ce concept n'a pas son sens d'être, n'a pas sa raison d'être. Patient et mot pour chuter parce que nous sommes arrivés pour ça. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Honoré. Nous avons parlé d'un point très important. Depuis le début, nous parlons des accords et des principes qui sont signés par le gouvernement et les mouvements rebelles et aussi le gouvernement rwandais. Nous avons compris que c'est très important quand même. La société congolaise, les citoyens doivent comprendre que c'est un pas très important franchi, comme la ministre des Affaires étrangères l'avait souligné. C'est le moment pour nous d'accompagner le président de la République parce qu'il s'est donné, il a quand même décidé de terminer cette affaire une fois pour toutes. Non pas une silence comme je le disais ou comme nous l'avons vécu depuis le début, mais quand même une paix qui doit être durable. Et si la paix doit être durable, nous devons nous impliquer, nous tous, c'est-à-dire accompagner le président dans tout ce qu'il fait dans cette lutte. Et aussi, un mot à placer sur la question que vous venez de poser concernant les acteurs politiques. Le président avait lancé la paix depuis longtemps. Certains sont restés dans leur coin, ils reviennent maintenant. Je ne sais pas s'ils voient qu'ils seraient exclus autour des tables organisées actuellement. Et si se sentent exclus, ils cherchent comment revenir dans la scène politique. Moi qui pensais ailleurs, mais... Alors... Si vous voulez que vous compreniez ça, c'est un dialogue qui va résoudre des problèmes personnels et non des problèmes sécuritaires. C'est pas un dialogue qui va résoudre les problèmes. C'est par ici que nous mettons final à cette émission. Retrouvons-nous très très prochainement avec les mêmes aventures. Ciao. On a déjà.